semaine de l'écho. Comment éviter le décrochage de l'économie européenne ? Réunis dans un château à l'est de la Belgique, les 27 ont tenté d'apporter des réponses. Union des marchés des capitaux, dérégulation, accords commerciaux ou eurobonds. Paris et Berlin divergent sur les remèdes. Que peut vraiment faire l'UE face aux droits de douanes américains et aux surcapacités chinoises ? Comment rester dans la course industrielle ? On en débat dans un instant. Un an après la charge du vice-président américain J.D. Vance contre la démocratie européenne, la conférence de Munich sur la sécurité se tient ce week-end. L'occasion de poser la question du réarmement. L'Europe peut-elle s'émanciper de son protecteur et fournisseur américain ? Jusqu'où peut aller son autonomie de défense ? Eh bien, de tous ces sujets, nous allons en débattre avec vous, Julien Malizard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, titulaire de la chaire économie de défense à l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN. Anne-Sophie Elsif, bonjour. Bonjour. Chef économiste du cabinet d'audit et de conseil BDO. Axel Dièvre, bonjour. Ancien officier de cavalerie, associé du cabinet de conseil Forward Global, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Et Thomas Gébine, bonjour. Bonjour. Économiste au Centre français d'études et de recherche en économie internationale, le CEPI. Un sommet informel dans un château belge pour une retraite stratégique. Objectif, éviter le décrochage de l'économie européenne. Malgré les divergences sur les solutions, les 27 ont affiché leur volonté de faire front commun. Écoutez. On va ici avancer. Ce qui est important, on vient d'en discuter avec les collègues et ensemble, c'est vraiment qu'on aille vite et qu'on ait des décisions très concrètes d'ici à juin. Et nous, on va regarder ensemble en juin où on en est. Et sur certains sujets, si on n'avance pas à 27, en se donnant le droit de faire des coopérations renforcées pour aller plus vite. Permettez-moi d'évoquer brièvement le financement de ces projets européens. Ce matin, j'ai été très clair dans mes propos. Même si les opinions divergent à ce sujet, je ne soutiendrai pas l'idée des eurobonds. Je ne souhaite pas le faire. Nous avons contracté des dettes européennes, mais c'était dans des circonstances exceptionnelles, où cela a été autorisé. Nous vivons à une époque où l'exception semble devenir la règle, la nouvelle norme pour ainsi dire, et nous devons utiliser l'argent dont nous disposons. Je présenterai une feuille de route intitulée « Une Europe, un marché », un plan d'action qui détaillera très précisément ce que nous allons faire, avec des calendriers, des objectifs et des délais clairs pour la mise en œuvre. Notre ambition est que ce document soit approuvé et adopté non seulement par la Commission, mais aussi par les deux co-législateurs, à savoir le Conseil européen et le Parlement. Sophie Elsif, on a entendu les divergences franco-allemandes, on a vu une présidente de la Commission européenne essayer de faire une synthèse, en tout cas de rassembler tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation ? Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que souvent on titre les dissensions franco-allemandes. Pourquoi ce n'est pas nouveau ? Ça fait des années que la France est beaucoup plus pour des eurobonds. Ce n'était pas que pour les questions d'armement. Donc l'idée, c'est d'avoir une capacité d'endettement au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, en effet, est peu endettée. Et donc, bien évidemment, si l'Union va sur les marchés, eh bien, il y aurait sûrement des taux d'emprunt qui sont très attractifs. Et donc, ça permettrait à l'ensemble des États de contracter et d'avoir de l'argent à des taux assez réduits pour pouvoir investir. Et donc, ça permettrait d'avoir une vraie capacité budgétaire de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce qui est compliqué en Europe, c'est qu'en effet, on a une monnaie commune, l'euro, mais on n'a pas de capacité budgétaire commune. On n'a pas un budget de la zone euro comme les autres États fédérés en Allemagne ou aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un début de budget de la zone euro pour justement avoir une capacité financière quand on a un choc exogène. Et là, on en a beaucoup, pour pouvoir faire face. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid, par exemple. Que l'Allemagne dit stop. L'Allemagne, historiquement, est assez contre. Pourquoi ? Pour des raisons d'aléa moral. Ce dont elle a peur, c'est qu'en effet, beaucoup de pays utilisent cet argent européen, pas forcément pour investir dans les secteurs d'avenir ou les problématiques de la défense ou autres, mais pour peut-être payer leurs dépenses de consommation courante ou de gérer. Alors, la France ou d'autres pays, traditionnellement, elle était assez contre quand il y a eu la crise des dettes souveraines en 2010. Souvenez-vous, on parlait des fameux PIGS, des pays Club Med même, donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie, plus au nord l'Irlande. Et on disait, regardez, la Grèce, c'était la crise des dettes souveraines en 2010. On a dit, regardez, la Grèce n'était pas prête budgétairement. Elle est rentrée dans la zone euro alors qu'elle n'avait pas la stature économique. Et donc, elle a pu
énormément s'endetter, d'où la crise de la dette, grâce justement à cet euro et cette bonne signature. Et donc, c'est vrai que les Allemands sont assez mitigés quant à ces eurobonds. Ils étaient contre, même quand il y a eu la crise Covid. Et bon, finalement, comme c'était quand même tout à fait exceptionnel, voilà, ils ont accepté, mais traditionnellement, ils sont contre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que les Français poussent sur cette capacité d'investissement, puisque nous, en effet, on a des difficultés budgétaires, et que les Allemands soient plutôt méfiants. C'est quelque chose qu'on voit depuis de nombreuses années. Et cette feuille de route dont nous parle la présidente de la Commission, qui doit être dévoilée d'ici un mois, alors on l'a vu que les remèdes font débat, notamment entre la France et l'Allemagne, mais au moins on sent que le diagnostic, lui, est partagé. Vous diriez que c'est voilà, je pense qu'il y a nécessairement le cas. Non. C'est vrai qu'avant l'arrivée de Donald Trump, les déclarations sur la défense, etc., on avait toujours, en effet, l'Allemagne, même les pays du Nord, qui étaient très pro-américains et donc qui, bien évidemment, dans leurs achats, dans leur commerce, vraiment, les États-Unis étaient un partenaire de choix. Aujourd'hui, il y a vraiment un constat qu'on a des problèmes de compétitivité et même d'une industrie européenne menacée côté chinois et qu'on a des dépendances très fortes avec les États-Unis côté numérique et côté défense. Donc ça, au moins, on a un constat qui est assuré. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont réunis. Après, voilà, dans les méthodes et comment en sortir, là, il y a des divergences. Et la Commission met aussi en avant la nécessité aujourd'hui de créer des champions européens. Là aussi, oui. Ça, c'est le dernier élément qui est absolument fondamental. C'est vrai que jusque-là, l'Europe, c'était l'idée d'avoir un marché qui met en avant le consommateur, donc une concurrence à tout prix, ne pas avoir de champion pour garder un pouvoir d'achat du consommateur et de la concurrence. Et donc, notamment le secteur des télécoms, dans de nombreux secteurs, on aurait pu créer des géants européens. La Commission a toujours été contre. Aujourd'hui, elle explique, elle revient là-dessus et elle dit oui, il faut des géants européens. Donc là aussi, c'est un peu le changement d'une doxa, d'une doctrine qu'on a eue pendant des décennies. Thomas Gjebin, près de 55% de la production industrielle de l'Union européenne est menacée, 70% en Allemagne. Peut-on parler d'un contexte inédit ? Oui, alors les chiffres que vous citez sont extraits du rapport du plan auquel j'ai participé et qui a visé à documenter justement cette concurrence chinoise, que ce soit sur nos exportations ou sur le marché domestique. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'en effet, quand on regarde, vous avez cité le cas de l'Allemagne, il y a une poussée très forte des importations allemandes sur notre marché intérieur qui correspond à peu près à 70% de la production manufacturière allemande. Donc potentiellement, compte tenu des écarts de coûts de production qui sont très significatifs entre l'Allemagne et la Chine, il y a un risque pour, en gros, 70% de cette production allemande qui demain pourrait être menacée. Donc il y a véritablement un enjeu, c'est comment on fait pour maintenir cette industrie européenne dans les années qui viennent. Et donc là, moi, en effet, je suis plus inquiet peut-être qu'Anne-Sophie, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de prise de conscience réelle du caractère de l'urgence de la situation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a Allemagne, en France La France pousse pour un changement de logiciel. On a bien vu, alors ça passe par un financement européen, un financement commun, donc c'est-à-dire par de la dette, par l'émission de dette européenne. Bon, et c'est vrai que c'est difficile pour les Allemands d'accepter ça, compte tenu du fait qu'on n'arrive même pas, nous, à baisser nos dépenses, notre déficit en dessous de 5%, juste un point. Il faut se souvenir que cette proposition d'un endettement commun, c'était notamment une des propositions phares du rapport Draghi. Mais dans le rapport Draghi, il y avait une autre proposition dont on a un peu moins discuté en France, c'était le fait que si vous faites un endettement commun au niveau européen, il faut en même temps durcir les règles budgétaires au niveau national. Exactement comme ce qu'il y a au niveau français, où l'État français peut s'endetter, mais les collectivités locales ne peuvent pas s'endetter. Or là, dans l'idée d'un endettement européen, en fait, si l'Europe peut s'endetter, la France, en tant qu'État, on aurait durci les règles. Bon, ça, on a peut-être un peu moins entendu parler de ce second aspect en France. Et pour revenir à votre question, moi, ce qui me semble, c'est notamment quand on voit les positions allemandes, en fait, on reste dans un logiciel qui est très traditionnel, c'est-à-dire on va faire de la simplification. Bon, moi, je suis favorable à la simplification, mais en soi, c'est pas ça qui permet de rivaliser lorsque vous avez des écarts de 40% face aux Chinois. Quand vous avez un écart, la simplification, c'est de réduire les normes. C'est réduire les normes. Donc ça, c'est presque en régime de croisière. Vous pouvez faire ça pour améliorer votre compétitivité à la marge, et que c'est très difficile d'y arriver. Mais c'est pas du tout face aux investissements massifs qu'il y a aux États-Unis ou en Asie, ou face
au retard technologique qu'on est en train de prendre face à ces deux géants, je pense que malheureusement, les solutions ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc, on voit même que sur la préférence européenne, qui a été beaucoup discutée ces dernières semaines, il y a encore des dissensions. Oui, la France plaide depuis des années pour la préférence européenne. On voit bien que même sur la définition de cette préférence européenne, il y a des dissensions très fortes. Et il y a Quand vous dites dans la définition, c'est dans les champs d'application, c'est à la fois dans les secteurs il y avait une version prônée par la présidente de la Commission européenne qui considérait que la préférence européenne devait s'étendre à 80 partenaires de l'Union européenne. Donc on aurait appelé préférence européenne le commerce avec l'Inde, le Canada ou le Brésil. Bon, c'est pas exactement la définition qu'on entend traditionnellement. Et il y avait une position plus stricte, plus ferme. Peut-être expliquer ce que c'est que la préférence européenne. La préférence européenne, c'est par exemple, vous avez un marché public. Donc dès que vous avez de l'argent public, vous donnez la priorité à des achats, à de la production en Europe. Issus de l'Europe. Issus de l'Europe. Et la définition de la présidente de la Commission européenne inclurait d'autres pays ? Ça pouvait inclure jusqu'à 80 pays partenaires de l'Union européenne. Je me permets de réagir parce que mes activités couvrent effectivement aussi le champ européen. Il y a un point important aussi, c'est que la notion de ce qu'est une entreprise européenne fait débat. Une filiale d'un groupe international, pendant des années, a été considérée... D'un groupe non européen ? À partir du moment où elle était implantée dans un pays européen, elle était considérée comme une société européenne. Récemment, il y a eu des adaptations, notamment en raison de l'apparition du Fonds européen de défense, parce que ça a posé un certain nombre de questions. Mais de toute façon, cette histoire de préférence européenne est un sujet qui traîne depuis le traité de Rome. Donc depuis le début de l'Union. En gros, depuis le début. Les Français disent la même chose depuis le début, les Allemands disent la même chose depuis le début. Il y en a qui disent oui, les autres qui disent non. Comment faire émerger des champions européens avec cette notion de préférence européenne très variable ? Déjà, il y a quand même des initiatives. Ce que disait le président de la République, l'idée, c'est aussi d'aller peut-être vers des coopérations par thème. Ce que l'on voit, c'est qu'on ne pourra pas faire ça partout, parce qu'on l'a dit, il y a des divergences de fond. Par contre, dans certains domaines, secteurs, on pense à l'intelligence artificielle, on parle de la défense. Là, c'est vrai qu'il y a peut-être, on va dire, une prise de conscience de se dire que d'être tout dépendant sur son armée des Américains, vu le contexte, est quand même compliqué. Donc, moi, je ne pense pas que du jour au lendemain, on va devenir protectionniste et pro-européen, mais dans certains secteurs, pour certains thèmes, je pense que oui, il y a peut-être une facilité, en tout cas, il y aura peut-être une volonté. Julien Malizard, on pense aussi à cette dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, notamment sur tout ce qui est numérique, pour un certain nombre de technologies. Effectivement, il y a un certain nombre de sujets. Le numérique en fait partie pour lesquels les Européens sont très dépendants des technologies américaines. Un des aspects liés à ça, ce sont les technologies liées au cloud, puisque ceux qui dominent les clouds, ce soit Amazon, Microsoft, en particulier, sont les deux plus gros, mais Google, etc., et j'en passe. Là, en fait, il y a un vrai sujet de dépendance. Il y a un vrai sujet de dépendance, après, surtout globalement, les technologies du numérique sur les softwares. Et donc, les Européens sont un peu largués par rapport à ça. Donc, il y a un vrai sujet de réduire les dépendances. C'est compliqué de réduire ces dépendances parce que la taille critique, globalement, c'est probablement une taille critique à l'échelle européenne pour répondre à ce sujet. Et donc, il y a des initiatives qui émergent, mais plutôt à l'échelle nationale, semble-t-il, pour l'instant. Donc, il y a un sujet de coordination, c'est une vraie difficulté. De la même manière que, effectivement, la politique de concurrence en Europe a toujours cherché à limiter la taille des entreprises, en particulier pour préserver... Mais Anne-Sophie Alsip nous dit que c'est en train de changer. Alors, c'est en train de changer parce qu'il y a un sujet aujourd'hui, la politique de concurrence vise aussi, et c'est un peu les préconisations, enfin, en tout cas ce que pousse par exemple Philippe Aghion, d'essayer de stimuler... Prix Nobel d'économie. Voilà, exactement, de pousser aussi en même temps... ne pas lutter contre l'émergence de champions si la capacité d'innovation reste inchangée. Et donc, il y a l'idée aussi qu'il faut accompagner le processus ici de compétitivité des firmes, d'un effort public en recherche et développement pour permettre aux firmes européennes de développer les technologies qui seront indispensables à l'avenir. Et ça, en fait, ça nécessite des crédits budgétaires, qu'ils soient européens ou nationaux. Et on voit qu'à l'échelle européenne, c'est compliqué parce qu'il y a bien de l'argent qui a été mis au moment du Covid. Il y en a un petit peu aussi un prêt qui a été fait dans le plan SAFE pour l'armement. Il y a un an, dont on va parler dans la deuxième partie de cette émission. Et c'est un plan qui est limité d'un point de vue temporel. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'argent supplémentaire au niveau européen. Et dans le même temps, certains nombres de pays européens ont des capacités budgétaires qui sont limitées. Donc, dans un contexte où il faut financer un certain nombre de priorités, donc il y a une équation budgétaire qui est très compliquée pour
la France, la Belgique, l'Italie, etc. Vous nous avez parlé de la dépendance vis-à-vis des logiciels, vis-à-vis des serveurs, mais il y a aussi d'outils. On pense à la Direction générale de la sécurité intérieure en France qui a renouvelé son contrat avec l'entreprise américaine Palantir qui analyse des données de façon massive et dans des secteurs très sensibles comme la sécurité. Ça en dit long aussi. Ça en dit long parce que, en fait, aujourd'hui, sur ces technologies-là, on peut imaginer qu'il y a une forme d'avantages comparatifs qui ont été atteints par les Américains. Et si les Européens, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, veulent atteindre un niveau comparable en termes d'avantages comparatifs, ça va nécessiter des investissements qui sont longs, qui vont nécessiter forcément beaucoup d'argent pour y arriver. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des solutions qui existent à l'échelle européenne, mais si des acteurs étatiques ont fait le choix d'acheter américain, c'est que probablement que pour une partie de ces technologies, elles restent encore indispensables. Donc tout le monde a bien conscience des risques liés à la dépendance de tel ou tel outil, mais l'adaptation pour sortir de cette dépendance est longue et probablement chère, peut-être même douloureusement chère pour un certain nombre de cas. Si je peux me permettre de compléter, les mêmes de 100%, si on réfléchit, la dépendance est de 100%, très exactement, quasiment pour le monde entier, dès qu'on parle des OS, enfin du système d'exploitation des ordinateurs. Donc, dépendance américaine. Oui, vous avez le choix entre Windows et macOS, pour faire simple. Donc, alors vous allez me dire, il y a Linux. Mais ça reste marginal. Ça reste marginal. On a vu que la pression, elle vient évidemment des États-Unis, de Donald Trump, qui a menacé un temps d'annexer le Groenland, qui dégaine l'arme des droits de douane et pourfend les règles numériques et environnementales de Bruxelles. De quoi pousser l'Europe, en tout cas, c'est ce que souhaiterait l'Allemagne, à diversifier ses partenaires commerciaux. On pense par exemple au Mercosur, où là encore la France s'y oppose. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est une bonne stratégie ou c'est une nouvelle prise de risque supplémentaire? Diversifier ses partenariats, c'est très important pour réduire les dépendances, mais après, ce n'est pas un remède miracle, parce que le manque de compétitivité de l'industrie européenne sur notre sol, malheureusement, on la retrouve également sur nos exportations. Quand vous prenez par exemple les pays du Mercosur où vous prenez les véhicules électriques, aujourd'hui, plus de 90% des véhicules électriques vendus au Brésil sont des véhicules chinois. Plus de 90%. Donc même cet accord ne va rien changer. En tout cas, les Allemands ne pourront pas vendre davantage. Peut-être qu'ils vendront davantage, mais il y a aujourd'hui un tel écart de compétitivité, et cet écart est en train de se creuser avec les Chinois, que même si on peut faire des projections, nous, dans nos modèles, sur les gains potentiels de parts de marché sur ces marchés tiers, il faut bien voir que compte tenu de cette concurrence et compte tenu du fait qu'on n'a pas trouvé de remède pour faire face à cette concurrence, ça va être très difficile. Quand vous regardez les grands investissements industriels dans le monde ces dernières années et que vous comparez les grandes zones économiques, l'Union européenne, entre 2016 et 2024, c'est 8% des investissements industriels annoncés dans le monde. Les États-Unis, c'est 17%, donc c'est à peu près 2 fois plus. Et l'Asie, c'est plus de 50% des investissements industriels annoncés dans le monde. Quand vous prenez les investissements supérieurs à 5 milliards de dollars, là, en Europe, c'est 2% de ces giga-investissements annoncés dans le monde. 2%, c'est autant que l'Océanie. Donc c'est juste pour dire que quand on parle des très gros investissements, on est en train quand même de sortir, on est à la traîne et on est en train quand même de sortir en grande partie de l'histoire, si on peut parler comme ça. Si je vous suis, on n'aura pas le choix. Il faut faire des emprunts, il faut faire des eurobonds avec les réserves budgétaires que vous avez mentionnées tout à l'heure. En tout cas, il faut trouver des moyens pour augmenter les investissements. Donc ça peut être en mobilisant davantage l'épargne. Ça peut être aussi, c'était le choix allemand, en faisant des choix de politique économique au niveau national, en mettant, si vous mettez 2 ou 3 points de dépenses publiques en plus sur les retraites, c'est potentiellement 2 ou 3 points de dépenses en moins pour l'éducation, pour les dépenses de défense. Donc il y a urgence à réformer le système de retraite. Il y a un moment, tout est lié, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'argent, il faut trouver l'argent où il est. Or, en France, en tout cas, l'augmentation des dépenses publiques depuis 2000 en France, c'est pour les 2 tiers, les dépenses sociales, c'est-à-dire essentiellement retraite et santé. Donc, de nouveau, c'est lié. Et compte tenu de notre situation budgétaire, c'est très difficile de faire accepter aux Allemands un emprunt commun, étant donné qu'ils considèrent qu'on n'arrive déjà pas à gérer notre budget. National. Alors Bruxelles préfère, lui, avancer son projet d'union des marchés financiers
avec l'objectif de permettre quelques 10 000 milliards d'euros investis dans l'économie européenne. Anne-Sophie Elsip, vous y croyez ? Alors, c'est vrai que l'Union des marchés de capitaux, bon là, c'est un nouveau nom. C'est vrai que ça fait 20 on en ans a déjà beaucoup qu'on a commencé notre carrière. plateau. On était déjà, c'est comme le budget de la zone euro, c'est un serpent de mer voilà, qu'on a. Je pense qu'il est important, c'est que là, ce qui a été très bien dit, c'est un peu la situation inédite. C'est-à-dire que d'un côté, on a les investissements des États-Unis qui ont une capacité quasiment illimitée parce que c'est les États-Unis, en gros, qui ont le dollar. Bon, voilà, même si eux aussi, ils sont très endettés, ont 10% de déficit, etc. Mais ils ont le dollar. Et de l'autre côté, on a la Chine, qui va être la première puissance industrielle et qui a au minimum 1000 milliards d'excédents par an. Donc, c'est sûr que pour subventionner son économie, là, on ne parle pas d'emprunter, de dette, c'est vraiment de l'argent qu'ils ont. Donc, c'est sûr que nous, entre ces deux mastodontes, on ne peut pas du tout rivaliser en termes d'investissement. On n'aura pas ces 1000 milliards d'excédents et on n'a pas le dollar. Donc, et on a une croissance ralentie. Et on a une croissance qui est plus faible. On l'a dit, on manque de champions dans certains domaines. Voilà. On a des prix d'électricité. Une fois qu'on a dit ça, voilà, on ne va pas baisser le dos et se dire c'est la fin. L'Europe a connu bien d'autres péripéties, donc non, pas du tout. La question, c'est de dire comment on peut être malin pour s'en sortir. Et regardez, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez des pays qui étaient très peu développés. Justement, à mes étudiants, le PIB par tête entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud, c'était le même en 1960. Regardez aujourd'hui. Et l'avantage que l'on a en Europe, c'est qu'on a aussi quand même quelques atouts. Quelques atouts, c'est qu'on a ce fameux marché. Alors, on en parle tout le temps, on dit c'est une martingale, mais tout de même, on a un marché européen avec ces mesures, il sera de plus en plus unifié. Alors, il est fragmenté, je suis d'accord aujourd'hui, mais peut-être qu'il le sera moins. On a ce fameux marché des capitaux dont vous rappeliez qu'un serpent de mer, mais là, peut-être que vu la situation, il y aura une petite accélération. Et puis, il y a quand même des secteurs où on a encore quelques savoir-faire. On dit en France, c'est fini, etc. Mais regardons la balance commerciale de la France au T4 de l'année dernière. Au dernier trimestre, on était excédentaire. Pourquoi on était excédentaire ? Parce qu'on a quand même de l'énergie décarbonée. Du nucléaire, tout à fait. Quand on regarde, nous on fait les prévisions à très long terme avec l'explosion de la vente de la voiture électrique, on dit, et l'industrie qui essaie de se décarboner et qui va de plus en plus vers l'électrification, d'avoir un pays qui est très bien positionné sur l'énergie propre, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, à mon sens, on a des capacités qui existent. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un plan sur 20-30 ans, comme nos partenaires, la Chine et les États-Unis. La Chine, ils ont leur plan depuis leur entrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Donc, ils n'ont pas fait ça en 2-3 ans. Ça fait plus de 30-40 ans qu'ils sont sur ce plan. Et, 2001, c'est 25 ans. Oui, pardon, 25 ans. Sur le plan pré-industrie, en tout cas, de devenir leader de l'industrie. Et donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment cette vision long terme. Et à mon sens, on peut y arriver. Pourquoi ? Vous avez tout à fait raison, la défense, on ne va pas faire une défense européenne en 2-3 ans. Non. Et de toute façon, personne ne le veut. On va y venir. Par contre, on peut avoir la vision, et si encore on a un plan de long terme, c'est tout à fait possible de le faire. Et avant d'en venir à la défense, si à s'entendre à 27 reste trop compliqué, plusieurs dirigeants, dont la France, évoquent des coopérations renforcées entre pays volontaires. La Commission, elle, vise au moins 9 États prêts à avancer plus vite. Axel Dièvre, vous diriez qu'il était temps de mettre enfin en œuvre ces coopérations renforcées ? Oui, alors qu'ils sont effectivement un outil prévu par les institutions depuis le nouveau traité. Ça a toujours un petit peu de mal à démarrer pour une raison simple, c'est que l'intérêt de ces coopérations exclusives, si je puis dire, quel que soit le nombre, c'est de pouvoir mobiliser les moyens communautaires. Et là, curieusement, ceux qui dans les finances. Oui. Toujours. Et l'argent, c'est souvent important dans ce genre de truc. Et donc, là, curieusement, ceux qui ne sont pas dans le cercle sont un peu moins d'accord. Donc, c'est souvent la limite que rencontre, parce qu'il y a déjà eu un certain nombre de cas connus, mais toujours micro, si je puis dire. C'est-à-dire où il n'y avait pas de véritable enjeu majeur d'argent. Alors, sur ces questions de compétitivité industrielle, on a de plus en plus l'impression que c'est Rome et Berlin qui mènent la danse et non plus Paris et Berlin. Est-ce que le vrai moteur de l'Europe est en train de se déplacer ? Oui, complètement. Alors, c'est ce qu'on disait, quand on est désindustrialisé, que son industrie qui représente que 9% du PIB, alors que l'Italie, c'est 16%. La France, c'est 9%, l'Italie, c'est 16%, l'Allemagne, c'est 20%. Forcément, quand on parle de réindustrialisation et de puissance industrielle, c'est l'Allemagne et c'est l'Italie qui sont aujourd'hui industrialisées. Après, on va dire, voilà, l'Italie a des faiblesses, ils sont plus endettés que nous.
ils sont plus endettés que nous, mais quand vous regardez le solde primaire, c'est-à-dire que vous regardez le niveau d'endettement hors charge de la dette, ils sont en excédent. Nous, on est en déficit. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment un peu un axe Italie-Allemagne, parce que c'est les deux pays qui sont très industrialisés en Europe, qui sont touchés par les droits de douane, etc., et qui ont vraiment des intérêts communs à s'entendre, parce que c'est aujourd'hui les puissances industrielles de l'Europe, pas nous. On l'a entendu, l'enjeu de ce débat est aussi militaire. Quelle autonomie de défense pour l'Europe ? Des avions de chasse au système de défense antiaérienne, le vieux continent reste largement dépendant des armements américains. Peut-il un jour s'en affranchir ? Le reportage de Luc Lacroix. C'est le symbole de la dépendance européenne à l'armement américain. Le chasseur-bombardier F-35, fabriqué par les États-Unis. Il y a encore 2 ans, cérémonie en grande pompe au Danemark pour la livraison de 4 F-35 américains supplémentaires. Grand sourire, même le prince héritier est là et déclaration enthousiaste. C'est un grand jour pour la défense et l'armée de l'air danoise. Mais aujourd'hui, ce choix d'un armement américain pourrait se retourner contre les Danois. Le contexte a changé. Il y a quelques jours, ces mêmes F-35 survolaient le Groenland, dont Donald Trump veut s'emparer. Alors, en cas d'escalade, les États-Unis pourraient-ils clouer au sol les avions qu'ils ont livrés aux Danois ? À ma connaissance, il n'y a pas de bouton on-off pour clouer ces appareils au sol sur une simple décision américaine. En revanche, il y a une mise à jour permanente des logiciels et ces F-35 sont remplis de logiciels et donc il suffit que les Américains mettent plus à jour ces logiciels et vous avez une conséquence directe en fait sur la disponibilité de ces appareils. Et le Danemark n'est pas seul. En tout, 12 pays européens de l'OTAN possèdent ou ont commandé des F-35. La France utilise, elle, des Rafales bien français. Mais elle ne peut toujours pas se passer des avions de transport Hercule ou des drones Reaper américains. Et même quand l'Europe s'est fabriquée elle-même des armes, comme ici le système d'interception aérienne Mamba, certains pays européens préfèrent l'équivalent américain. Les batteries de défense antiaérienne Patriot ont ainsi été choisies pour le bouclier européen voulu par l'Allemagne. Il y a eu un choix volontaire de considérer pour certains pays européens que s'ils achetaient américains, alors ils seraient automatiquement défendus par les Américains. Et d'ailleurs, les Américains l'ont fait croire. Alors, l'Europe est en train de se réveiller, de comprendre. Les pays les plus atlantistes ont bien compris que cette promesse américaine était une promesse qui n'était pas fiable. Un phénomène qui s'est accentué. Les importations d'armes américaines ont bondi de 52 à 64%. Et les choses ne devraient pas changer de sitôt. Le futur fleuron de la marine française, le porte-avions nouvelle génération, qui doit remplacer le Charles de Gaulle, ne sera pas tout à fait français. Ces catapultes, qui permettent aux avions de décoller, seront américaines. Un contrat de plus d'1 milliard d'euros. Axel Dièvre, on le voit, malgré les menaces de Donald Trump d'annexer le Groenland et ses entorses au droit international, il est difficile pour les Européens de sortir de cette dépendance, de cette garantie américaine ? Oui, je ne qualifierais pas ça forcément non plus de dépendance, c'est des choix. Et les choix, c'est d'avoir un allié. Un allié, ce n'est pas un ami, ça c'est un autre sujet que de politique, et là, on va rester sur les sujets opérationnels et industriels, mais un allié qui soit capable de leur apporter le matériel nécessaire. Je réagis juste sur ce qui a été dit dans le reportage à un moment. C'est que le problème, ce n'est pas simplement les logiciels. S'ils arrêtent de livrer les pièces, les avions, ils ne tournent pas 2 heures de plus. Donc ça peut aller beaucoup plus vite qu'une mise à jour. Mais le choix, c'est de se dire que c'était quand même un grand allié fiable, plus fiable en tout cas que d'autres. C'est un arbitrage. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le voir. Julien Malizard. En fait, effectivement, ce qui est intéressant, il y a deux situations un peu différentes à mon avis. Il y a des pays qui ont une préférence historique pour les équipements américains. Et aujourd'hui, ceux qui ont acheté du F-35, pour une grande partie d'entre eux, c'était des pays qui avaient déjà des équipements américains. Donc ils ont remplacé les F-16, les avions de génération antérieure, par du F-35. C'est le cas, vous mentionnez le Danemark, c'est le cas de la Norvège, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Belgique. Alors, en fait, le vrai sujet, il n'est pas là. Il est plutôt sur les pays qui, auparavant, n'avaient pas du F-35 ou n'avaient pas du F-16,
et qui ont fait le choix d'acheter du F-16. Et c'est essentiellement des pays d'Europe centrale et orientale, puisqu'évidemment, auparavant, ils avaient des avions de conception soviétique, donc il a fallu qu'ils deviennent de plus en plus obsolètes, donc il a fallu les remplacer, et ils ont fait le choix de l'américanisation plutôt qu'un choix d'un avion européen. Et ça révèle effectivement une forme de préférence de la part des pays européens sur le segment de la chasse aérienne. On a choisi plutôt acheter américain parce qu'il y avait d'une part probablement des effets industriels, c'est-à-dire que le volume de production du F-35, il est sans commune mesure par rapport à n'importe quel avion européen, que ce soit le Rafale français, l'Eurofighter européen, consortium entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ou le Gripen suédois. Donc là, il y a des effets d'économie d'échelle probablement, même si l'avion coûte très cher. Puis il y a un deuxième aspect qui est aussi révélé par le reportage, c'est que quand on achète américain, on achète aussi une forme de soutien qui était historiquement. C'était une espèce de package global. On était capable de projeter de la puissance, enfin les Américains étaient capables de projeter de la puissance dans les choix d'acquisition qu'ils faisaient vis-à-vis de leurs partenaires. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, on voit que le cas danois est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup questionné ce choix, au point que, par exemple, vous mentionnez aussi dans le reportage les missiles de défense sol-air, le Danemark a fait le choix de la solution franco-italienne et non pas la solution américaine. Donc on peut changer d'allié, on peut avoir des avions de chasse américains et avoir un système... Il y a possiblement des stratégies de panachage, en tout cas, qui existent. Et c'est vrai que pour un certain nombre de pays, aujourd'hui, il y a des questionnements. Le Portugal a questionné le choix du F-35 aussi il y a peu. Donc il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur les segments sur lesquels les Américains sont historiquement très, très, très importants dans les dynamiques d'acquisition en Europe. L'aviation de combat, les défenses sol-air, les avions de transport, ravitailleurs aussi pour partie. Après, il y a des domaines où les Américains ne sont absolument pas représentés et pour lesquels les Européens sont autosuffisants en quelque sorte, notamment dans le domaine naval. Il y a ce sondage réalisé pour la conférence de Munich qui montre que l'image des États-Unis s'est fortement dégradée auprès des populations, y compris dans des pays traditionnellement pro-américains. Est-ce que c'est de nature à se tourner pour ces pays vers de nouveaux alliés ? Je ne serais pas complètement... affirmatif sur le sujet. Je rajouterais à ce que vient de dire Julien Malizard aussi un autre sujet, c'est le problème de l'interopérabilité. Une fois que vous êtes rentré dans un système, c'est compliqué d'en sortir. Et on parle de plateformes qui durent des dizaines d'années. Je rappelle que le début du programme Rafale, pour prendre quelque chose qu'on connaît, c'était 1980. Effectivement. Les études initiales ont été lancées en 1980, à la suite d'un échec d'un programme qui s'appelait l'ACF, qui était un projet européen, enfin de plusieurs pays européens, qui a dérivé en deux projets, l'Eurofighter et le Rafale. Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé. Et donc voilà. On en vient aux finances. En mars dernier, 2025, Bruxelles présentait son plan de réarmement, jusqu'à 800 milliards d'euros mobilisables, dont 150 milliards de prêts communs délivrés par la Commission européenne pour financer des projets ou des achats communs. Les 27 sont autorisés à déroger aux règles en matière de déficit. Sur ce point précis, Julien Malizard, près d'un an plus tard, ce plan a-t-il permis de relancer une industrie d'armement européenne ? Alors, on en est au début parce que le plan a été annoncé. Effectivement, il y a un volet sur les 800 milliards, il y en a 650 qui concernent exclusivement les dépenses des États membres, donc l'assouplissement des règles budgétaires dans ce contexte-là. Donc là, en fait, c'est à la disposition des États et effectivement, pendant 4 ans, le dispositif prévoit de retirer la défense du calcul du déficit excessif quand on fait les analyses. Donc ça permet d'alléger les contraintes budgétaires, ce qui ne résoudrait pas grand-chose dans le cas français, par exemple. Ce serait encore au-delà des règles budgétaires actuelles. Au moins en 2025, on verra en 2026. Ça creuserait davantage la dette, c'est ça ? En tout cas, ça ne permettrait pas de sortir des critères des 3% tel qu'il est annoncé. Donc ça, c'est un vrai sujet pour la France. Et après, la deuxième partie, c'est un prêt financé par l'Union européenne, par la Commission, de 150 milliards avec la proposition d'achat en commun. Donc là, les États, à l'automne dernier, ont fait des propositions sur des dynamiques d'acquisition. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une vision très claire, mais il semblerait que ça soit encore... on en est encore au début du programme, mais ça n'a pas atteint tout à fait la plénitude du programme, en tout cas la pleine capacité. Et donc, il y a une vraie interrogation. Aujourd'hui, les États ont plutôt fait des choix d'acquisition, en tout cas de stimuler leur propre production ou les outils sur lesquels ils sont déjà performants,
en espérant embarquer un certain nombre d'acteurs avec eux, surtout pour ceux qui n'ont pas une industrie nationale de défense. Et donc aujourd'hui, on manque encore de recul pour avoir une vision claire sur l'efficacité du programme. Mais sur le papier, c'est une bonne idée, c'est-à-dire acheter en commun pour faire des effets de série, éventuellement quelques économies d'échelle et gagner en efficacité productive. Vous êtes plus nuancé sur le... Oui, en fait, je dirais pas forcément acheter en commun, c'est financer un peu en commun, sachant qu'effectivement, ça a tendance à revenir un peu sur les achats nationaux, sachant que la partie commune est aujourd'hui encore... il y a encore quelques copies à rendre, si ma mémoire est bonne, des États membres qui n'ont pas encore répondu, pour qu'ensuite tout ça passe dans la moulinette. Ça est toujours très, très long. Oui. Il y a un seuil de 65% d'équipements européens, ce qui fait que sur les 150 milliards, il y en a les 2 tiers qui vont être globalement fléchés vers l'industrie européenne. Mais il y a un risque, et c'est un point de débat, c'est pour ça que ça a mis aussi beaucoup de temps au début, au milieu d'année 2025, c'est que la France en particulier militait pour avoir une part européenne beaucoup plus importante que ce seuil de 65%, plutôt aux alentours. Mais est-ce que c'est réaliste d'aller au-delà de 65%? Est-ce que l'industrie européenne est à même de répondre à tous les besoins? En tout cas, en France, les statistiques qui ont été faites par l'INSEE depuis dans une étude qui date de l'automne dernier montraient que si on regarde l'industrie civile, elle est à peu près constante depuis 2022, son indice de production est à peu près stable. Pour l'industrie de défense seule, c'est plus 20%. Donc il y a effectivement des capacités de production qui ont été augmentées en France. On retrouve la même chose dans tous les pays européens qui ont une industrie de défense, donc c'est plutôt les grands pays d'Europe de l'Ouest. Mais effectivement, l'industrie de défense avant la guerre en Europe, la guerre en Ukraine, pardon, c'était une industrie de défense qui était plutôt sur une logique de temps de paix. Donc pas de stock, production en flux tendu. Et là, on est sur une logique où il faut faire des stocks, il faut produire plus vite, augmenter les capacités de production. Et donc ça nécessite aussi une adaptation de l'outil industriel qui n'était pas pensé pour ce qu'on vit aujourd'hui, qui est bon an, mal an, reconvergé vers ce qu'on observait pendant la guerre froide, en fait, par rapport aux indicateurs qu'on a de cette époque. Axel Thièvre, malgré les appels à la souveraineté en matière de défense, pourquoi les grands programmes d'armement à plusieurs patinent-ils autant? Alors, ils patinent. Disons qu'ils sont généralement allongés en temps et en coût. Patine. Oui, on peut dire ça. On pense par exemple au projet d'avion de combat européen, le SCAF, entre Dassault et Airbus, qui ne voit pas le jour. Est-ce que j'ai 15 secondes pour reprendre un exemple historique, mais pas plus, c'est pour reprendre justement le prédécesseur du SCAF, parce que l'avantage, c'est qu'on peut faire une analyse post-mortem. Il s'est passé quasiment la même chose dans les années 80. Et en fait, ce n'était pas le même besoin opérationnel. On avait des gens qui finalement ne voulaient pas faire la même chose, n'avaient pas besoin du même avion. Non, les militaires n'avaient pas besoin du même avion. Nous avons par exemple en France l'arme nucléaire et un porte-avions. Et un seul avion aujourd'hui qui remplace 7 avions à l'époque, qui s'appelle le Rafale. Ce n'était pas le choix des autres. Ça veut dire des contraintes, ça veut dire des choix, et ce n'était pas le choix des autres. Et on ne voulait pas et on voulait pouvoir avoir un moteur français pour des raisons notamment liées à la dissuasion, donc le moteur Snecma, maintenant Safran. Et non, c'était un choix de moteur anglais. Donc voilà, après ça, c'est des choix politiques, c'est des orientations. C'est pas que des guerres industrielles. Hein. C'est un marché quand même très particulier dans la mesure où c'est quand même la demande. C'est ce qu'on appelle un monopsome, hein, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire qu'il y a un seul client. Et c'est la demande qui vraiment oriente le marché. Et les opérationnels ainsi que les choix politiques créent les conditions. Et plus on cumule les besoins opérationnels en même temps et les besoins industriels, je reviens là sur l'exemple de la 400M où il a fallu fabriquer des petits bouts un petit peu partout. Donc c'est un avion transporteur. C'est ça, oui, la 400M étant un Airbus militaire. C'est plutôt une réussite, non? Ce ne serait pas un contre-exemple d'un programme européen qui aurait fonctionné? Ça marche, ça vole, très bien, il est super. Les États n'ont pas vraiment commandé ce qui était prévu. Et ça ne s'est pas très bien exporté, pour l'instant. Alors vous allez me dire, un avion, ça dure longtemps. Le Rafale a mis 15 ans après sa mise en service à être exporté. Et à l'époque, tout le monde expliquait que c'était un drame absolu et qu'il fallait arrêter. Donc, comme quoi... Dans ces conditions, comment on entend toutes ces difficultés, ces choix nationaux, comment atteindre cette fameuse taille critique dont vous nous parliez tout à l'heure, notamment pour les géants du numérique, mais qui peut aussi s'appliquer dans l'armée, dans l'armement? En fait, il y a... d'un point de vue strictement comptable, quand on regarde le marché européen des équipements, en incluant les Britanniques, c'est à peu près
2 fois plus petit que le marché américain. Donc à 28, on est 2 fois plus petit que les Américains tout seuls. Donc effectivement, la taille critique, on peut imaginer qu'elle est plutôt à l'échelle européenne, là aussi, sur ces questions. Le problème, c'est que vous avez des pays qui veulent défendre une industrie nationale pour des raisons objectives. La France en particulier, mais l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, chacun a des compétences. Et aujourd'hui, les règles qui président au choix sur les programmes, ce ne sont pas des règles basées plutôt sur l'avantage comparatif ou le meilleur industriel sur chacun des blocs qui composent, par exemple, un avion, une frégate ou un véhicule terrestre. Et donc, dans ce contexte-là, chacun veut ce qu'on appelle un juste retour, donc un retour géographique, un pourcentage du gâteau industriel proportionnel aux investissements qu'on fait. Et donc, on ne va pas dans le sens de l'efficacité. Et donc, aujourd'hui, sans compter les problèmes de décalage, chacun n'a pas les mêmes besoins, etc. Tout ça mis bout à bout, c'est très compliqué de se mettre d'accord. C'est beaucoup plus facile d'être 1 que 28 pour se mettre d'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.